Bienvenue tout le monde à cette séance d'information au sujet de l'appel de proposition Faire du Québec une société apprenante apte à s'adapter à un marché du travail en évolution, concours 2. Merci à vous de vous joindre à nous et surtout de votre intérêt pour ce concours. Ce dernier s'inscrit dans le cadre des actions concertées et est issu d'un partenariat entre le Fonds de recherche du Québec, Fonds Société Culture et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et également en collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mon nom est Valérie Beausoleil et je suis responsable de programme à la direction des actions concertées du Fonds Société Culture. Je suis bien entourée aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma directrice, Nathalie Roy, qui me soutiendra pour répondre à vos questions, que je vous invite à inscrire en continu dans la section Q&R qui se trouve au bas de votre écran. Nous y répondrons au fur et à mesure ou à la fin de la présentation, selon la teneur de la question. Vous aurez aussi le choix de poser la question de façon anonyme ou non, selon votre préférence. Je suis également accompagnée par plusieurs de nos partenaires aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Claudine Giguère, chargée de projet à la direction de la recherche et de l'innovation en enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur. Jade Vizina, adjointe exécutive à la direction de l'adéquation formation-emploi au ministère de l'Enseignement supérieur également. Nous avons aussi Éric Boulay, conseiller en développement à la direction des politiques d'emploi et de stratégie au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Nous avons Jérémy Rose, conseiller aux politiques à la direction des politiques de la prospective et de la veille et de la recherche au ministère de l'Éducation. Et puis finalement, Marie-Stella Gaudois, conseillère en innovation à la direction du soutien aux organisations au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous invitons à inscrire dès maintenant à notre outil de maillage. Si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez le lien dans le fil de la discussion. C'est un formulaire qui vise vraiment à faciliter la composition de votre équipe. Et le tableau avec les informations vous sera acheminé le mardi prochain, donc mardi le 26 mars, à toutes les personnes qui seront inscrites au formulaire et à ceux qui sont inscrits dans le webinaire également. Et puis, nous vous invitons à communiquer les uns entre vous pour répondre en grand nombre et collectivement à cet appel de proposition. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, je viens de terminer le mot de bienvenue. J'enchaînerai dans quelques instants avec une brève présentation de la programmation des actions concertées dans laquelle s'inscrit le présent concours. Les règles en vigueur sont les mêmes que pour nos concours dits réguliers, mais il y a quand même certaines petites particularités que je vais aborder aujourd'hui. Ensuite, nos partenaires rappelleront le contexte du concours, ses objectifs et les retombées auxquelles on s'attend avec cette action concertée, avant qu'on passe aux besoins de recherche plus spécifiques à ce concours. Puis le dernier point portera sur le processus d'évaluation et les conditions du concours. Je prends le temps de préciser qu'il s'agit d'une science d'information et qu'on ne pourra pas couvrir tous les aspects, mais que l'information qui a vraiment une valeur légale se trouve dans l'appel de proposition. Donc, pour le programme des actions concertées, les actions concertées offrent une programmation qui se distingue vraiment des autres programmes par l'approche justement partenariale. Comme le nom le dit, il s'agit d'un programme qui veut concerter tous les joueurs autour d'un enjeu sociétal, communauté de recherche, représentants d'organismes publics, milieux d'utilisateurs potentiels, etc. Les besoins des connaissances ou de fédérations de la recherche proviennent des milieux d'utilisateurs potentiels. Le plus souvent, c'est, comme le cas aujourd'hui, des ministères qui deviennent notre partenaire financier. C'est concrètement ce que ça veut dire, c'est que c'est eux qui défraient 100% des coûts. Puis à la base d'une action concertée se trouve une entente de partenariat qui fixe vraiment les règles de ce maillage et les règles de partenariat, règles qui correspondent aux valeurs et aux principes du fonds, valables pour tous les financements offerts dans nos programmes. Et donc, le MEIE a fait le choix de conclure ce partenariat avec le fonds pour donner aux actions concertées le mandat d'organiser un concours pour faire appel à la communauté de recherche du Québec, et ce, en respectant nos règles. Parce qu'il y a une distinction importante à faire, c'est que le fonds octroie des subventions de recherche et non des contrats.
et on veille à l'intégrité du processus. Ça veut dire qu'en confiant au fond l'organisation du concours et la gestion du financement, le partenaire s'assure d'avoir accès à des recherches indépendantes qui répondent aux standards d'excellence et aux normes en vigueur en recherche. L'excellence est assurée par un processus d'évaluation indépendant. La liberté académique et la propriété intellectuelle ne peuvent pas être mises en question et les résultats des recherches financées dans nos programmes sont publics. Les partenaires des actions concertées pratiquent donc un certain lâcher-prise pour combler leurs besoins de connaissances dans le but de financer les meilleures recherches. Et puis, en contrepartie, nous, on les intègre à certaines étapes du processus, notamment à l'élaboration de l'appel de proposition qui traduit leurs besoins, à l'évaluation de la pertinence et puis au comité de suivi pour s'assurer que leurs besoins de connaissances sont répondus. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, je passe maintenant la parole à Claudine qui va nous présenter le contexte, les objectifs et les retombées attendues pour ce concours. C'est à vous, Claudine. Donc, le contexte du concours, comme Valérie l'expliquait, ça vient de fonds issus du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Et dans le cadre de la stratégie de la SQRI 2, dans notre jargon, il y a l'action 12 de l'axe 5 qui porte sur des grands défis de société. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'inscrit le présent concours du grand défi Société apprenante. Comme le disait Valérie, ça se fait en collaboration avec différents ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, sous la coordination du ministère de l'Enseignement supérieur. Et je voudrais juste souligner, bien que c'est pas noté, ministère de l'Enseignement, quand on parle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on inclut aussi là-dedans la commission des partenaires du marché du travail qui sont aussi présents dans les processus. Pour vous donner une idée là, du contexte. Il y a eu un premier appel de proposition qui a été fait l'automne dernier. En fait, notre objectif, c'est de couvrir 3 axes, donc au départ, qui ont été identifiés. Le premier concours a permis de couvrir un axe. On lance le concours actuellement parce qu'il y a 2 axes qui nous restaient à couvrir, en fait 2 besoins qui étaient considérés importants, puis je reviendrai, on les présentera par la suite. Donc, justement, dans les objectifs et retombées attendues. Donc, le mandat, il est très large et comme vous pouvez le lire là, c'est améliorer les connaissances sur les stratégies, outils, moyens qui permettront de poursuivre l'établissement d'une culture de l'apprentissage tout au long de la vie au Québec. Fait que ça, c'est le mandat du grand défi là, dans le cadre très, très large. De façon plus spécifique, dans ce concours-ci, il y a 2 éléments auxquels on se réfère là, de façon plus précise. Et ce qu'on cherche, c'est à répondre aux besoins de développer un cadre national au Québec et donc de faire une synthèse des différents cadres nationaux de compétences et de référentiels de compétences à acquérir en milieu scolaire ou en emploi. Et l'autre objectif, c'est de couvrir l'aspect des différentes pratiques de gestion prévisionnelle des compétences en milieu de travail. Dans les retombées qui sont attendues, ben oui, ultimement, contribuer à doter le Québec d'un cadre national des compétences, contribuer à doter le Québec de stratégies, d'outils de gestion prévisionnelle des compétences. Et il y a un autre élément aussi à ajouter, c'est ultimement, ce qu'on souhaiterait, c'est développer une plateforme numérique, on peut appeler ça une piscine de données communes qui pourrait desservir l'écosystème des individus,
des acteurs du milieu du travail, des milieux de formation, de l'État. En fait, ça, c'est un objectif en parallèle, comme je vous dis, ultimement. C'est pas l'objet de ce concours-là, mais ça s'inscrit dans une démarche où ce qu'on souhaiterait, c'est développer un tel outil ou plateforme numérique. Ben, merci beaucoup, Claudine. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions en lien avec le contexte et les objectifs directement dans la section Q&R. Puis avant de redonner la parole à nos partenaires pour aborder les besoins, j'enchaînerai très rapidement avec une explication des attentes quant à une synthèse critique des connaissances. Donc, par synthèse critique des connaissances, c'est en fait ce qu'on veut résumer et analyser de manière approfondie les informations, les recherches et les connaissances disponibles. Donc ici, on ne cherche pas une simple recension de la littérature, mais bien également une analyse critique des connaissances scientifiques pour les besoins de recherche identifiés dans l'appel de proposition. De plus, lorsque des données issues de milieux de pratique existent, la synthèse financée peut aussi inclure une recension de pratique, accompagnée bien sûr d'une analyse comparée. Donc, les synthèses permettent donc de faire le point sur l'état des connaissances disponibles, mais offrent également un cadre d'analyse critique de manière à dégager des pistes de réflexion et d'action utiles tant pour la recherche que pour la prise de décision et les personnes impliquées dans le milieu. Donc, je redonne la parole à Claudine pour vous présenter les besoins de recherche. Le besoin de recherche, c'est ce qui coïncide avec nos objectifs. Le premier besoin, ce sont les cadres nationaux de compétences, en fait, de faire une synthèse des connaissances des cadres nationaux de compétences qui existent, les référentiels de compétences qui existent et qui sont utilisés dans l'écosystème du marché du travail, des milieux de formation. Ça, c'est un premier besoin. L'autre besoin, c'est de présenter encore là une analyse critique, une revue de ce qui existe en termes de stratégie et d'outils de gestion prévisionnelle des compétences en milieu de travail. L'objectif aussi, c'est de voir comment ça pourrait s'arrimer dans un cadre national de compétences et avec les formations qui sont offertes. Donc, on a éclaté un peu chacun de ces besoins-là avec, en vous proposant des sous-questions. Et Valérie vous présentera là, le processus d'évaluation. Mais dans les sous-questions, pour répondre aux besoins de connaissances sur les cadres et référentiels de compétences, ce qu'on souhaite avoir, c'est donc, oui, la recension. Et pouvez-vous nous renseigner et nous guider sur quelles sont les principales étapes à réaliser dans l'optique de développer un cadre national de compétences? C'est quoi les défis de mise en œuvre et les solutions envisagées? Les moyens d'assurer l'adhésion de toutes les parties prenantes. Donc, à travers et bien sûr aux moyens d'assurer l'évolution et la pérennisation de tout ça, bien sûr, on est conscient, vous allez vous allez voir, prendre connaissance de plein de choses. Donc, finalement, on vous donne un peu un angle sous lequel regarder les choses. Donc, si vous avez des informations contributives pour répondre à ces sous-questions-là, c'est la plus-value qui va être donnée à votre synthèse des connaissances. Si je passe à la deuxième, dans le fond, vous retrouvez le même principe, la même idée, cette fois-ci pour les stratégies, les outils utilisés pour la gestion prévisionnelle. Et de la même façon, on s'intéresse aux étapes à réaliser, aux défis de mise en œuvre, aux moyens d'assurer l'adhésion, aux moyens d'assurer l'arrimage avec les milieux de formation. Et ça, c'est une question d'intérêt pour nous. Et encore là, aux moyens d'assurer leur évolution, leur pérennisation. Au-delà de ça, et en plus de tout ça, d'autres caractéristiques qui peuvent être ajoutées puis qui vont être
pertinente pour nous, mais c'est en présentant la revue de littérature, si on peut faire une distinction en fonction des genres, de l'âge, mais des niveaux d'éducation, des niveaux de compétences, que ce soit en littératie, numératie et la compétence du numérique, ainsi que les groupes sous-représentés sur le marché du travail. Ce sont des populations visées. On ne donne pas de directives précises, mais on a un intérêt. Donc, l'idée, c'est que vous nous alimentiez sur ces informations-là. Contexte, donc, aussi à considérer les entreprises et organisations. Donc, c'est les différents types d'entreprises et organisations, si on peut décliner l'information en tenant compte de ça, les différents types de milieux, que ce soit urbains ou régionaux, et les secteurs d'activité. Donc, c'est large tout ça. On est à la recherche d'informations. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Claudine. Ben, je reprends pour la suite de la présentation. Donc, comme mentionné, hein, l'évaluation se déroule en deux étapes et est organisée et encadrée par le FRQSC. La première étape, l'évaluation de la pertinence, se fait sur la base de la prédemande et sert à sélectionner les propositions qui répondent à l'appel et qui sont donc jugées pertinentes. Concrètement, le fonds reçoit une liste qui propose des personnes qui représentent le partenaire ou qui collaborent avec le partenaire de l'action concertée. Ensuite, le fonds fait un tri qui sert à exclure toute situation de conflit d'intérêts avec les personnes candidates. Les personnes restantes à la fin de ce tri et donc qui n'ont aucun conflit d'intérêts avec les demandeurs participeront au processus d'évaluation et devront évaluer les prédemandes selon trois critères. Donc, on a l'adéquation du projet aux objectifs et aux besoins énoncés dans l'appel, les retombées anticipées et la mobilisation de connaissances. Et puis, ben, je vous invite vraiment à consulter l'appel de proposition pour vraiment prendre connaissance de tous les sous-critères et de bien démontrer dans votre formulaire de prédemande comment votre proposition répondra à chacun des sous-critères. Je vous rappelle que c'est vraiment un exercice de démonstration et que les membres du comité évaluent seulement ce qui est écrit dans la prédemande. Il faut donc être très explicite dans sa présentation de son projet. Donc, par exemple, même si à la suite de la lecture de votre projet, les évaluateurs pourraient par eux-mêmes penser à des retombées très utiles sur la base de ce que vous avez écrit, ils pourront seulement les prendre en compte dans leur évaluation si c'est écrit noir sur blanc dans la prédemande. C'est donc à vous de convaincre les évaluateurs de la pertinence de votre projet. Je rappelle aussi que les membres de ce comité, à ce stade-ci, ne sont pas des scientifiques. Ce sont souvent des professionnels du gouvernement ou des gens du milieu. Et il faut donc ajuster son vocabulaire à ce public. Puis comme pour nos autres comités, le fonds mandate ici le ou la président-présidente qui va mener les délibérations. On assure aussi l'exclusion d'évaluateurs et d'évaluatrices en conflit d'intérêts. On veille également à un traitement équitable des prédemandes, bref, vraiment à l'intégrité du processus. Et puis, bien évidemment, le tout est confidentiel, justement pour éviter toute influence indue en amont ou après. Et puis, à l'issue de cette étape, les équipes seront informées des résultats et seules les équipes dont la prédemande est jugée pertinente seront invitées à déposer une demande de financement complète. Ces équipes recevront également une fiche de rétroaction qui vont résumer tous les commentaires et suggestions du comité de pertinence. Fiche qui sera également mise à la disposition des membres du comité d'évaluation scientifique. C'est là le seul pont entre les deux étapes d'évaluation. Autrement, le compteur repart à zéro. Il n'y a donc aucun cumul entre les deux évaluations. Le comité scientifique, c'est comme nos autres comités scientifiques au FRQ, il est composé de pairs experts, donc de chercheurs et chercheuses
experts dans le domaine en question qui sont recrutés par les fonds et ils ont pour mandat d'établir un ordonnancement des demandes selon leur qualité scientifique et ce, selon les 4 critères suivants. Donc, il y a la qualité du projet, les compétences de l'équipe, la pertinence et l'ampleur des retombées anticipées et des stratégies de mobilisation des connaissances, et puis la contribution à la formation de la relève. Ici aussi, on vous invite à prendre connaissance des sous-critères. Vous pouvez tout trouver ça dans l'appel de proposition. Et vraiment, on vous invite à vous assurer que votre description démontre la capacité de répondre à chacun de ces sous-critères. Et puis, le résultat de tout ça, ben, il va y avoir un seul projet financé par besoin, donc deux, à l'issue du processus, aux équipes dont la demande a reçu la meilleure évaluation scientifique. Le comité est donc souverain, comme dans nos autres concours. Donc, nous, le fonds et le partenaire, sommes tenus de respecter l'ordonnancement établi par le comité de pairs selon l'excellence des propositions soumises. Et puis le rôle du partenaire dans ce comité scientifique est celui d'un observateur, donc sans droit de parole, donc juste vraiment un témoin qui doit attester de la conformité du processus. Donc, l'action concertée prévoit ensuite plusieurs outils, mécanismes pour assurer un partage dynamique des activités, des connaissances et des résultats de recherche. Donc, les équipes financées devront notamment participer aux rencontres de suivi avec les partenaires. Ce sont des rencontres vraiment qui visent à permettre aux partenaires de comprendre les projets en cours et puis d'échanger avec les équipes. Ce qu'on veut surtout, c'est que les partenaires soient au courant des activités et puissent déjà envisager les retombées possibles. L'équipe devra déposer son rapport selon le format des actions concertées au plus tard 1 an après le début du projet. Vous trouverez un lien vers le guide de rédaction dans l'appel de proposition et peut-être dans le chat s'il a été déjà mis. Et puis, un petit rappel, c'est que ce rapport, il n'est pas destiné à un public académique, mais bien à un public de décideurs, de gestionnaires, de praticiens, etc. Il faudra donc y expliquer les résultats, mais également la signification de ces résultats pour les différentes catégories d'acteurs visés. Et puis finalement, à la fin, il y aura la rencontre de transfert. Donc, voici un petit récapitulatif des dates importantes. Donc, les données recueillies par l'outil de maillage seront envoyées mardi prochain, le 26 mars, comme mentionné au début de la rencontre. Le formulaire de pré-demande et les documents à joindre sont attendus avant le 1er mai 2024 à 16 heures via FRQNet. J'aimerais simplement apporter votre attention sur ce dernier point. Pour les FRQ, la date est le 1er mai, mais il est possible que votre établissement impose une date avant celle du 1er mai afin qu'eux puissent valider votre pré-demande avant de la soumettre au FRQ. Donc, vraiment, je vous invite à vous renseigner auprès de votre établissement afin de voir si eux imposent un délai plus court que celle imposée par les fonds. Ensuite, les résultats de l'évaluation de pertinence seront communiqués la semaine du 13 mai. Et puis, les demandes complètes, incluant tous les documents à joindre, devront être transmis le 3 juillet avant 16 heures. Et puis, l'annonce sera faite pendant la semaine du 9 mai pour un début des travaux, 9 septembre, pardon, pour un début des travaux le 15 septembre 2024. Et puis, le rapport final sera attendu le 15 septembre 2025. Et donc, si vous avez des questions en lien avec l'appel ou le processus de candidature, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse des actions concertées que vous voyez ici à l'écran. Pour des questions plus d'ordre technique, par exemple un problème de formulaire, nous vous invitons à contacter notre collègue technicienne Elisabeth Pelletier. Elle vous aidera avec plaisir. Et donc, voilà, ben, je cesse le partage d'écran et je vous remercie au nom des fonds et des nombreux partenaires présents ici aujourd'hui pour votre intérêt et pour votre écoute.